à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette table ronde, je dirais, super intéressante sur le spatial. La France aura-t-elle les armes pour protéger ses intérêts? Et donc, on sait tous, général, d'ailleurs, que vous êtes là. Je ne sais pas si le délégué général pour l'armement est branché, ainsi que le... Vous le voyez? Ah ouais, d'accord. Je vous vois, monsieur Kiva. Donc voilà, une table ronde, en tout cas, où effectivement, qui est super intéressante parce que on va faire un point sur les ambitions et les outils de la France en matière spatiale. D'autant plus que l'espace aujourd'hui, et vous n'allez pas me contredire, monsieur le général, c'est un champ de conflictualité et il est crucial dans la défense des intérêts nationaux, aussi bien dans l'espace qu'au sol. Hein. Donc, et puis c'est dans l'espace qu'une guerre, à défaut d'être gagnée, peut être probablement perdue. Alors, la loi de programmation militaire, la prochaine loi de programmation militaire prévoit 6 milliards d'euros sur 7 ans. Est-ce que la France aura vraiment les moyens de son ambition? On va le voir au cours de cette table ronde où il y aura Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement, qui est certainement derrière moi, non, pas encore. Philippe Baptiste, président directeur général du CNES, et le général Philippe Adam, commandant de l'espace. Alors, avant de commencer cette table ronde, je voulais prendre quelques nouvelles d'Ariane 5 et de ses passagers, en tout cas du passager français, je dirais Syracuse 4B, savoir comment ça se passe. Monsieur le délégué général, vous pourriez nous dire ce qui se passe exactement sur le vol VA 261. On sait qu'il y a un report. Est-ce que le satellite est en sécurité? J'imagine que oui. À vous. Alors écoutez, normalement, et bonjour à tous, normalement c'est pas à moi de commenter cela et je laisserai sans doute Philippe Baptiste vous donner plus d'éléments. C'est vrai que c'est un peu décevant de ne pas avoir vu partir cette fusée. Néanmoins, je préfère très très nettement que ça ne parte pas plutôt que ça parte mal. Donc bien évidemment, toutes les précautions de sécurité ont été prises et notre satellite est entre de très bonnes mains. Je ne peux pas vous en dire plus sur ni l'effet technique, ni le calendrier qui va suivre, mais peut-être que Philippe Baptiste peut compléter ce que je viens de dire. Alors, le délégué général vous passe la balle, monsieur Baptiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Monsieur Baptiste. Non, il n'est pas là. Bon. Il est juste à côté de moi dans une autre cabine, donc je sais qu'il est là. Mais il doit être en train de connecter. Très bien. Enfin, bon, on pourra revenir sur le sujet, j'imagine. En attendant, Philippe Baptiste, on va commencer par la première séquence. Une première séquence qui est une analyse de la loi de programmation militaire sur le domaine spatial militaire. Général Adam, quelle est votre analyse? Et j'aimerais bien avoir une évolution en tout cas, que vous nous fassiez une évolution de la menace depuis le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis la guerre en Ukraine ou c'est une continuité? Mais bonjour à tous. Pour ce qui concerne la menace, effectivement, vous l'avez deviné, pas énormément de surprises, mais des confirmations avec la guerre en Ukraine. Confirmation que l'espace est un vrai domaine de conflit actualité. On a tendance à considérer que le conflit en Ukraine est le premier conflit spatial. C'est le premier conflit dans lequel il y a eu une véritable action contre des moyens spatiaux utilisés par les militaires, même si ces moyens, d'ailleurs, étaient des moyens civils, d'ailleurs, je rappelle. Mais donc ça confirme bien que les décisions qui avaient été prises avant le début de ce conflit étaient tout à fait pertinentes et que nous sommes sur la bonne trajectoire. Donc pour répondre rapidement à votre question sur la LPM qui est encore en discussion évidemment, mais elle doit confirmer que les mesures qui ont été débutées se poursuivent et elles doivent nous doter des moyens. Donc ça, je ne voudrais pas anticiper sur la réponse totale à la question que vous posiez tout à l'heure. La menace, elle ne fait que croître. Donc j'ai l'habitude de dire que le temps joue contre nous, donc il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas s'affoler non plus. Néanmoins, il faut quand même trouver des moyens d'y aller vite pour à la fois prendre en compte
le nouvel environnement qui est de plus en plus congestionné dans l'espace, de plus en plus d'utilisateurs, il y a de plus en plus de choses dans l'espace. Et donc, il faut tenir compte de ça. On parle beaucoup des débris, mais même les satellites actifs, aujourd'hui, peuvent poser des problèmes parfois. Et enfin, dans cette confusion générale qui s'installe avec des usages et des utilisateurs nouveaux, en très grand nombre, des gens avec des mauvaises intentions peuvent s'installer, et on sait qu'ils s'installent. Donc les moyens d'agression dans l'espace apparaissent, ils existent, nous le savons, et il faut se préparer à y répondre. Ces messages ont été d'ailleurs envoyés très très clairement par la Russie dès novembre 2021, puisqu'ils avaient fait une jolie démonstration de force en détruisant un de leurs satellites par un missile tiré depuis la surface de la Terre, même si ce n'est pas le mode d'action qu'ils ont choisi. Encore une fois, pendant le conflit en Ukraine, le premier jour de l'invasion, la première action a été faite contre les moyens spatiaux ukrainiens en attaquant par une attaque cyber les capacités de communication par l'espace des Ukrainiens, de manière à diminuer leur capacité de combat. Voilà, et donc aujourd'hui, ces capacités de communication sont essentielles à tout le monde, nous le savons. Évidemment, on sait qu'elles seront probablement attaquées. Nos ennemis chercheront à l'attaquer, puisque nos façons de fonctionner aujourd'hui passent beaucoup par la communication par l'espace, comme ce lien qui nous relie à Kourou aujourd'hui d'ailleurs, et qui apparemment fonctionne, puisque je vois apparaître Philippe Baptiste. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Juste une dernière question, enfin c'est pas une dernière question, mais une question complémentaire pour le général Adam. À combien d'incidents par an faites-vous face dans l'espace? Alors aujourd'hui, en termes d'agression, pour les moyens français, aucune, heureusement. Maintenant, on voit les autres manœuvrer. Les manœuvres ne sont pas forcément directement destinées à nous nuire, en tout cas de façon directe. En tout cas, elles sont certainement destinées à nous montrer un certain nombre de choses. Nos problématiques aujourd'hui sont plutôt dans la gestion de l'environnement, les problématiques directes, mais qui ont aussi des implications intéressantes pour nous et puis qui nous aident à développer nos moyens d'ailleurs, concernent l'évitement des collisions entre nos satellites et d'autres objets dans l'espace, ou bien des rentrées à risque. Pour les rentrées à risque, ça dépend beaucoup du nombre de lancements qu'il y a d'ailleurs. C'est souvent des corps de fusée qu'on voit retomber en ce moment. Donc, c'est les corps de fusée de ceux qui lancent et qui ne récupèrent pas leur corps de fusée d'ailleurs, qui retombent. Et là, il y en a un ou deux par semaine qu'il faut suivre. On essaie de savoir un peu où tombent les morceaux, au cas où, et puis surtout, on essaie de savoir de quel morceau il s'agit, au cas où ça provoque des dégâts au sol, ce qui est encore jamais arrivé à ma connaissance. L'autre sujet qui nous occupe beaucoup, c'est l'évitement des collisions. Donc aujourd'hui, sur les 5 satellites que nous avons en orbite basse autour de la Terre, on gère avec le CNES, ou le CNES gère avec nous, à peu près 400 rapprochements problématiques par semaine, voilà, pour 5 satellites. Bon, ça n'aboutit qu'à très très peu de manœuvres. La plupart du temps, ça permet de confirmer que le risque de collision est extrêmement faible et donc on ne fait rien. Mais 2 ou 3 fois par an, aujourd'hui, on est obligé de manœuvrer un de nos satellites pour être certain que tout se terminera bien. Merci Général. Emmanuel Kiva, justement pour faire face à ces menaces, quels sont les points marquants et les plus-values de la LPM en matière capacitaire? Alors effectivement, la loi de programmation militaire, elle va prévoir un peu plus de 6 milliards d'euros. C'est quand même 45% de budget supplémentaire pour répondre aux défis qui ont été très bien soulignés à l'instant. Avec 3 axes d'action, finalement, c'est l'action depuis l'espace, dans le domaine de l'observation, des télécoms, du renseignement, l'action dans l'espace, tout ce qui est commandement et contrôle, les patrouilleurs, les effecteurs, et puis l'action vers l'espace, notamment la surveillance, l'alerte avancée, le lancement réactif. Donc si on peut faire un petit rappel de ce besoin capacitaire pour répondre aux menaces qui existent. Finalement, cet enjeu de la maîtrise dans l'espace, il se fait en 3 étapes. D'abord, c'est l'étape de la caractérisation de la menace. Quel objet est menaçant, de quel pays est-il originaire? Et ça, c'est pas finalement très facile à caractériser. Alors, ça requiert un haut niveau de maîtrise de la connaissance de l'environnement spatial qui va être acquis au travers de moyens de surveillance de l'espace, c'est-à-dire de détection et de caractérisation d'objets en orbite depuis le sol et depuis l'espace. Et ce volet, il va également inclure la détection des lancements, une fonction qui sera notamment supportée, et c'est prévu dans la LPM, par le développement d'une composante spatiale
spatiale d'alerte avancée. Dans cette loi de programmation militaire, ce volet-là, il est traité par les moyens au sol, par exemple le lancement du successeur du radar ou du système grave, l'étude également d'un certain nombre d'opportunités qui vont être offertes par ce qu'on peut appeler le New Space, et puis des moyens directement dans l'espace, et notamment des patrouilleurs-guetteurs, sur lesquels on pourra revenir utilement tout à l'heure, le cas échéant. Donc, d'abord caractériser, ensuite protéger, et donc être capable de manœuvrer dans l'espace. Donc, ça, ce sont les travaux en cours. Ça veut dire une protection et une résilience des moyens spatiaux nationaux face aux menaces. Et ce volet, il comprend à la fois le développement de caractéristiques, on va dire, ou de dispositifs de protection intrinsèques, aux capacités traditionnelles d'observation, d'écoute, de navigation, de télécommunication, et puis le développement de capacités extrinsèques. Donc je parlais à l'instant de satellites guetteurs, c'est le programme en particulier Yoda qui va nécessiter de disposer de nanosatellites, j'allais dire garde du corps finalement, de nos satellites en orbite géostationnaire, chargés de gravité à proximité d'une capacité spatiale stratégique pour en assurer la protection. Et vous voyez que c'est évidemment pas un sport de masse, puisque nos capacités patrimoniales, elles ne sont pas à 700 km, elles sont bien à 36 000 km. Donc, ces dispositifs-là, pour la protection intrinsèque, sont plutôt des projets qui sont portés dans le cadre du Fonds européen de défense. Et puis, dans le cadre de la LPM, j'ai parlé de Yoda, c'est en fait le programme ARES. ARES, ça veut dire Action et Résilience dans l'espace, qui nous permet de répondre à ces défis. Et puis, troisième chose, c'est décourager. C'est être capable de faire de l'action dans l'espace pour décourager nos compétiteurs, mener des opérations spatiales militaires pour décourager des actes inamicaux, illicites, agressifs, mais évidemment dans le strict respect du droit international. Et donc, ce volet va comprendre le développement d'effecteurs, mais va également intégrer, et ça c'est très important, le développement d'une composante de commandement et de contrôle, un C2 des opérations spatiales militaires. C'est de cette manière qu'on aborde le besoin capacitaire pour répondre aux besoins opérationnels. Pardon. Et enfin, ces différentes étapes, d'abord, elles sont, puisque les technologies évoluent très rapidement, elles sont abordées de manière incrémentale. Et puis, il ne faut pas oublier l'innovation. Alors, vous savez que j'ai un peu tendance à ne pas l'oublier. Et donc, c'est quand même, je le rappelle, 10 milliards d'euros sur la loi de programmation militaire, qui est un effort inédit sur l'innovation, avec l'Agence de l'innovation de défense qui est très engagée dans le domaine spatial et qui finance le développement de démonstrateurs. Je viens de parler du C2 des opérations spatiales. Il y a un projet qui s'appelle ExOps, par exemple, de la société, ou ExoOps, ça dépend comment on veut le prononcer, de la société Exotrail, qui va être réalisé pour tester, effectivement, caractériser les manœuvres de satellites, identifier les menaces au profit du commandement de l'espace, le but étant de faire un passage à l'échelle à partir d'un tel démonstrateur. Voilà comment je pourrais, en quelques mots, résumer les défis capacitaires qui sont posés qui sont considérés dans la loi de programmation militaire. Merci Emmanuel Kiva. Peut-être un complément de réponse avec le général Adam sur la réponse de la France, en tout cas en matière opérationnelle, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Kiva. Emmanuel a très bien résumé toute l'affaire. Hein, évidemment, on a plusieurs missions à accomplir, qui sont d'abord effectivement de répondre aux besoins de services spatiaux au profit des opérations militaires d'une façon générale. Mais la mission la plus nouvelle qui est confiée au commandement de l'espace réside dans la maîtrise de l'espace. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup d'objets là-dedans. Il y a le renouvellement des capacités d'observation et de communication qui sont relativement classiques, évidemment. On travaille avec l'Europe et aussi sur de nouvelles constellations. Mais effectivement, ce qui nous concerne le plus, parce que c'est extrêmement dimensionnant, parce que c'est nouveau, parce qu'il faut qu'on se forme, qu'on apprenne énormément de choses, à partir de ce qu'on imagine et à partir de ce que font déjà nos partenaires d'ailleurs, en grande partie. Mais effectivement, c'est le plus gros enjeu pour moi réside surtout là-dedans. On a bien vu la nécessité de savoir observer ce qui se passe dans l'espace, donc la notion de surveillance avec des moyens qui sont sur la surface de la Terre la plupart du temps, mais qui pourraient être aussi des moyens dans l'espace. Et puis après, toutes ces données qui sont acquises par des moyens patrimoniaux ou pas,
il faut en faire quelque chose. Donc ça demande de l'analyse de comportement, deviner les intentions éventuelles d'un adversaire potentiel, etc. Et après, il faut réagir, donc il faut faire quelque chose. Et donc tout ça demande des moyens de surveillance, d'analyse, de réaction, mais aussi de compréhension et de décision. Et donc ça, c'est aussi beaucoup de systèmes au sol, mais qui reposent sur un grand nombre d'outils très divers qui doivent être bien intégrés les uns avec les autres, mais qui reposent par exemple sur les outils d'aide à la décision qu'a évoqué Emmanuel Kiva, avec Exotrail notamment, qui vont nous aider à analyser des mouvements subtils avec des données qui sont difficiles à acquérir, difficiles à interpréter, etc. Et donc là, ça c'est un très gros enjeu pour nous en termes de création de ces outils, d'intégration des outils, mais aussi de formation de l'ensemble des opérateurs, parce qu'on parle beaucoup de technique, mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est que tout ça repose quand même sur des hommes qui doivent être aussi bien entraînés, bien formés, et doivent savoir à quoi ils servent et pourquoi ils le font, ils doivent le faire bien et vite. Merci Général. Philippe Baptiste, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Alors, avant de vous poser une question sur la première séquence sur l'analyse de la LPM, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du lanceur Ariane 5? Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement le bijou de l'armée de l'air, le Syracuse 4B, est en sécurité? Alors, oui, il est en sécurité. Il est malheureusement pas en orbite, mais il est en sécurité. Il va rester au sol quelques temps, puisqu'on a eu un souci technique évidemment sur le lanceur, comme ça a été dit et comme ça a été expliqué, je crois, par Ariane Espace. Et donc, il va falloir remplacer un certain nombre d'éléments. Ça va prendre quelques semaines. On parle vraiment de quelques semaines. Et donc, le lanceur et le satellite derrière vont être mis en sécurité pour être certain que les deux satellites, donc aussi bien que le satellite allemand de défense, seront aussi mis en sécurité pour qu'il n'y ait aucun souci pour la suite. Voilà, donc évidemment, on aurait préféré terminer la carrière d'Ariane 5 sur un succès immédiat, et il s'agit là donc d'un succès qui est reporté. D'accord. Rien de grave sur Ariane 5? Non, c'est pas dramatique, mais sans rentrer dans les détails techniques, évidemment, on ne veut prendre aucun risque, et il est évidemment préférable de perdre quelques jours ou quelques semaines, mais évidemment de mettre toutes les chances de notre côté et de bien terminer la carrière d'Ariane 5. D'accord. Alors, je vous pose la question sur la LPM. La question, c'est quel est le rôle du CNES dans l'accompagnement de la Direction générale de l'armement et du commandement de l'espace, qui va prendre de plus en plus la main sur les opérations spatiales compte tenu d'un espace aujourd'hui de plus en plus conflictuel. Comment vous voyez les choses ? Non, mais je crois que vous l'avez très bien dit à travers la formulation de votre question, c'est-à-dire qu'on est dans un espace qui est devenu un lieu de conflictualité. Ça a été très bien décrit dans la stratégie spatiale de défense, et le CNES qui, dans les temps anciens, opérait l'ensemble des satellites de défense. On voit, évidemment, le CNES est au service du ministère des Armées et au service des armées, au service de la DGA. Mais c'est pas notre travail et c'est pas notre nature que d'opérer des satellites en cas de conflit. Et comme l'espace est devenu un lieu de conflictualité, il est absolument nécessaire qu'on ait une montée en puissance du ministère des Armées et donc du commandement de l'espace pour opérer ces assets qui sont des assets souverains et des assets militaires qui sont essentiels, qui sont absolument essentiels. Et donc, évidemment, on est dans une logique de handover et de passage de témoins, une logique de co-construction de la suite. Je crois que là-dessus, les choses sont très claires. Nous, ce dont on a besoin de continuer à travailler, même si on n'est pas, si dans l'avenir, de plus en plus de choses vont être opérées par le commandement de l'espace. On a besoin en permanence quand même d'être toujours au contact de ces opérations, parce que c'est important pour nous de comprendre et de rester en contact avec ces opérations pour préparer la suite. Mais voilà, et donc on est vraiment en symbiose et on essaye de regarder justement les meilleurs moyens de faire et les meilleurs moyens de passer le témoin. À côté de ça, évidemment, je pense que il y a aussi tout un travail qu'on continue à mener avec la DGA.
j'aurais envie de dire, à la fois dans un positionnement classique et dans un positionnement nouveau de l'établissement. Classique parce qu'on est en train de parler des très grandes missions que mentionnait le délégué général juste avant. C'est écouter, c'est voir, c'est communiquer, et on parle de grands satellites ou de satellites en orbite géostationnaire qui sont des grands programmes, qui sont des grands programmes coûteux, et où je pense qu'on a toujours un mode de fonctionnement qui reste un petit peu, qui est celui qu'on avait précédemment à travers ces grands programmes, où il faut assurer le suivi de ces grands programmes. Et je pense que le CNES a démontré à plusieurs reprises dans le passé l'intérêt justement d'avoir ces compétences techniques et les compétences techniques du CNES pour suivre, pour piloter et pour mener ces grands programmes dans les temps et dans les budgets qui sont contraints, et on a vu que ça marchait bien. Et ça va continuer. À côté de ça, on voit bien qu'il y a aussi tout ce qui se développe autour de nouvelles façons de faire du spatial, pas forcément sur les mêmes orbites, pas forcément sur les mêmes objets, et pas forcément sur les mêmes programmes. Et évidemment, nous, c'est un des grands axes de développement du CNES aujourd'hui, c'est de travailler avec ce nouvel écosystème du New Space, c'est-à-dire avec toutes les startups qui sont autour de nous, et les startups ou les nouveaux entrants, mais aussi de nouveaux usages, y compris proposés par de grands groupes industriels existants, qui viennent proposer des services que derrière, on va pouvoir acheter, alors soit pour le compte du MinArm, soit que le MinArm va directement acheter. Et donc, on voit bien que là aussi, on a un rôle... Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se développer très, très vite. On va justement, Philippe Baptiste, on va justement l'aborder dans la deuxième séquence de l'achat de services, qui est un peu une inflexion dans la politique d'achat de la DGA et dans la politique stratégique du commandement de l'espace. On va aborder ce point-là assez rapidement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la première thématique sur la LPM ou c'est bon? Non. Ok, donc effectivement sur la deuxième partie, c'est les achats de services qui sont de plus en plus fréquents pour le commandement de l'espace, mais aussi pour la DGA. On l'a bien vu effectivement dans le cadre de la préparation de la future LPM, où effectivement le ministère des Armées a fait le choix de ne pas acheter le 3e Syracuse, mais plutôt d'acheter des services auprès de constellations, et notamment la constellation européenne IRIS-2. Emmanuel Kiva, pourquoi cette nouvelle stratégie, et jusqu'où le ministère des Armées peut-il aller dans l'achat de services, évidemment vers des acteurs de confiance? Alors effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire comme on avait toujours fait. C'est ce que nous, on appelle le faire autrement. Le faire autrement, c'est quoi? C'est avoir cet équilibre finalement entre l'achat de services et puis les moyens patrimoniaux qui constituent le cœur souverain finalement du dispositif spatial militaire. Alors c'est ce dont on a l'habitude avec des infrastructures souveraines, je pense notamment d'ailleurs aux lanceurs, et puis les besoins purement militaires qui sont satisfaits par des moyens patrimoniaux comme aujourd'hui MUSIS, CERES, Syracuse, Grave, qui vont être remplacés par Iris, Céleste, d'autres moyens de faire Syracuse, mais Syracuse 5 qui est quand même prévu dans la LPM, et puis Grave NG. Et puis ces services. Alors ces services, effectivement, d'abord ça nous impose de nous transformer, et donc ça nécessite d'avoir une réflexion sur la manière dont l'État et la DGA peut acheter des services et qu'est-ce qu'elle doit demander aux opérateurs. C'est le recours à la donnée de surveillance de l'espace, et puis finalement, c'est le recours aux constellations pour obtenir des données d'intérêt défense avec des performances très complémentaires. Parce que finalement, les moyens patrimoniaux, c'est souvent en faible quantité, mais de très haute performance en termes de données, alors que l'achat de services de constellation va avoir effectivement de moindres performances, mais une capacité de revisite bien plus importante. Et donc, la baisse des coûts des constellations et des performances qui sont proposées rendent finalement ce service intéressant, mais il y a quand même un certain nombre de caveats. Le premier caveat, c'est de ne pas être le seul utilisateur. Donc, une posture de régie là-dessus serait complètement insoutenable. Et donc, finalement, en matière d'usage de ces constellations et d'usage de ces services, je pense qu'il y a 3 critères à prendre en compte. D'abord, trouver le bon point de fonctionnement d'intérêt défense, et ce bon point de fonctionnement nécessite de pouvoir agréger les services de plusieurs constellations.
disposer d'une capacité, je viens de le dire, de revisite suffisante pour les usages défense, et puis améliorer quand même la réactivité des constellations, donc réduire le temps d'obtention de l'information. Tout ceci dans un contexte où il va falloir que l'on puisse sécuriser ces services pour les rendre compatibles des exigences de la défense, et donc trouver un équilibre finalement entre les pratiques et les exigences du monde civil et du monde militaire. Alors aujourd'hui, on le fait. On a commencé à expérimenter ces nouvelles constellations. Je pense par exemple à Unseen Labs, qui est une start-up bien connue dans le domaine de l'observation, notamment observation des océans et du trafic AIS. Je pense également aux constellations à venir comme Kinéis, et nous essayons d'accompagner également le développement des technologies avancées, notamment en matière de capteurs, pour rendre tout ceci utilisable. Alors si vous regardez le bilan d'activité de l'innovation de défense en 2022, vous avez quelques programmes qui sont un peu structurants. Je pense par exemple au projet MIDI IoT qui est porté par le LISA. Le LISA, c'est le laboratoire d'innovation spatiale des armées. Donc c'est le lab d'armée finalement du général Adam. C'est un projet qui a pour but de rechercher, de caractériser, d'évaluer les différents apports possibles d'une connectivité du type Internet des objets via un opérateur souverain qui serait en l'occurrence Kinéis. Je pense aussi au projet, alors je sais plus comment on le prononce, je sais pas si on dit HIP4U ou ça s'écrit HYP4U, on va dire ça comme ça. Donc c'est un projet qui consiste à évaluer une démonstration de service d'un système d'imagerie hyperspectrale haute performance sur nanosatellite, avec un démonstrateur qui est prévu en 2025, qui va démontrer notamment un service de bout en bout pour des besoins défense nécessitant le recours à l'imagerie spectrale. C'est un projet qui est d'ailleurs innovant dans son montage, puisque c'est un financement qui est dual et c'est effectivement une approche qui est plutôt une approche New Space. Sachant que ces images qui sont complémentaires des images classiques permettent par exemple de faire du décamouflage, la caractérisation de matériaux de surface qui permettent de décamoufler, de reconnaître des matériels militaires. Donc voilà, on travaille notamment donc sur les business models, on travaille sur les technologies, on travaille avec France 2030 pour soutenir le développement de solutions françaises duales dans le domaine spatial en termes de constellation, en termes de valorisation de la donnée, en termes de micro et mini lanceurs. Et donc il s'agit de trouver finalement cet équilibre entre les deux composantes, la composante service, la composante patrimoniale. Il y a une complémentarité réelle. Il ne faudrait pas faire l'erreur de celle qu'on a souvent fait dans d'autres domaines où on opposait les startups et les grands groupes. Je pense qu'il ne faut pas opposer New Space d'un côté et maître d'œuvre et équipementier de l'autre, puisque ces acteurs sont pour nous éminemment complémentaires. Merci Emmanuel Kiva. Général Adam, quelles sont les plus-values opérationnelles de l'achat de services? Et est-ce que vous privilégiez certains domaines comme, j'imagine, la surveillance de l'espace? Quelles sont les priorités? Aujourd'hui, on regarde un petit peu tous azimuts, comme vient de le dire Emmanuel Kiva, comme l'a un petit peu suggéré aussi Philippe Baptiste. De toute façon, l'innovation aujourd'hui, elle est partout. Elle nous offre des choses qu'on n'avait pas envisagées jusqu'à présent. Donc, difficile de parler de priorité. Ma priorité, c'est d'avancer et de fournir le plus rapidement possible les services qu'on attend de moi, sachant que même en 2025, qui est mon jalon, le jalon auquel je me tiens pour l'instant, je suis sûr que je n'aurai pas tout ce dont j'ai besoin. Et il faut qu'on ait au moins mis les choses sur les rails. La complémentarité, elle est évidente parce que les opérateurs civils sont là et ils offrent des usages qui n'existaient pas. Et donc, ils nous offrent aussi la possibilité d'expérimenter des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Donc ça aussi, c'est le gros avantage de ces services, c'est de pouvoir tester des choses. Si on n'est pas content, on arrête d'acheter le service et on passe à autre chose. On n'est pas obligé d'investir directement dans des capacités qui restent quand même extrêmement coûteuses, d'autant que, comme l'a dit Emmanuel Kiva, quand on le fait pour nous, que le développement est fait sur nos spécifications et que nous serons les seuls utilisateurs, on veut des choses qui soient parfaites, avec des performances qui sont exquises, comme disent les Américains. Et donc ça prend du temps et c'est cher. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. La bonne solution, c'est de combiner les deux et d'arriver effectivement à caler la bonne combinaison. Et ça, la bonne combinaison, l'équilibre entre les services et les capacités patrimoniales, je suis persuadé que ça sera amené à évoluer au cours du temps, des circonstances, des offres de services et de nos capacités de financement d'ailleurs. Il y a un autre point qui me dit que c'est intéressant et que de toute façon il faut passer par là. C'est ce qu'a dit Philippe Baptiste tout à l'heure, qui disait il ne revient pas à un opérateur civil, même à une agence nationale comme le CNES,
de mettre en œuvre les satellites en temps de guerre. Mais en fait, les opérateurs civils dans l'espace en temps de guerre, eh bien, ils sont toujours là. C'est pas comme sur un champ de bataille ou dans l'espace aérien où s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous mettez tout le monde par terre, vous leur demandez de dégager la zone et vous faites la guerre là où il n'y a plus de civils. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu difficile. Les civils sont un peu partout malheureusement et ils habitent des endroits où la guerre se déroule. Mais ça c'est un commentaire qui n'a rien à voir avec le sujet. Je reviens sur l'espace. De toute façon, les opérateurs civils resteront dans l'espace même lorsque la guerre sera déclenchée. Ils seront probablement d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de manœuvres adverses. Comme ils sont là et qu'ils sont concernés par ce qui va se passer dans l'espace, je pense qu'on a aussi tout intérêt à travailler avec eux pour que tout se passe bien, y compris quand la guerre se déclenchera, au profit du succès des opérations que nous mènerons, nous, contre les adversaires. Donc je pense que c'est là aussi un petit champ d'exploration à voir qui nous encourage de toute façon à travailler de plus en plus en complémentarité, comme l'a dit Philippe Baptiste. Tout ça marche très très bien et ça, c'est une autre façon de travailler, comme ça a été dit par le délégué également. Donc on apprend dans tous les domaines en ce moment. Les priorités, c'est plus d'essayer de pas trop multiplier les choses qui ne mènent à rien ou de ne pas s'évertuer dans des directions qui n'amènent nulle part. Merci Général. Philippe Baptiste, quel est le rôle du CNES et des acteurs du New Space dans cette nouvelle orientation du ministère des Armées? Et quels exemples de start-up pouvez-vous nous donner justement qui sont efficaces et fiables dans la proposition de services aux armées? Déjà, je pense qu'on a une spécificité, ou deux spécificités. La première, c'est qu'évidemment, on a un rôle dual, c'est-à-dire que le CNES, il travaille évidemment pour les activités civiles, que ce soit la science, l'exploration, l'étude de l'univers, l'observation de la Terre. Il travaille pour accompagner les industriels dans leur R&D, dans leur R&T. Et puis, il a un rôle évidemment important vis-à-vis du MINARM qu'on a détaillé avant. Donc, on a cette dualité civile et militaire, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est qu'on travaille sur des échelles de temps qui sont très variables. On travaille sur des choses de très long terme. Quand on travaille sur certaines missions scientifiques, on est sur des programmes qui durent plus de 10 ans. Et puis, on travaille aussi on veut de plus en plus travailler aussi, se positionner sur des enjeux de plus court terme, avec en particulier comme de l'achat de services. Et c'est en croisant, je pense, à la fois cette expérience variable dans la durée et puis la dualité qu'on a une valeur ajoutée. Parce qu'on est capable d'avoir le recul technique et puis en même temps de croiser les usages civils et militaires. Et ça me semble être très intéressant pour le MINARM. Enfin, je parle, il faudrait que le MINARM le dise, mais il me semble que c'est un enjeu essentiel. Et c'est ce qu'on essaye de faire en mobilisant en particulier des budgets à travers France 2030, mais aussi à travers des budgets propres du CNES, où on essaye de trouver des applications, de trouver des acteurs qui vont utiliser des données, qui vont utiliser des services qui sont à la fois civils et militaires. Et je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à faire dans ce secteur-là et qu'on a ce rôle d'interaction ou de point d'articulation entre le civil et le militaire à travers de l'achat de services pour le compte de différents acteurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et pour répondre aussi à votre question sur quelques startups, bon, je pense qu'on en a cité quelques-unes qui sont les plus connues. On a cité Unseen Labs, qui bénéficie d'ailleurs d'un important contrat de service à travers France 2030. On a cité Préligence. Alors, le CNES n'a pas beaucoup accompagné Préligence, mais ça montre aussi qu'il y a des acteurs qui peuvent émerger sans le CNES. Je souhaite que dans l'avenir, on travaille beaucoup plus ensemble d'ailleurs avec Préligence. On a parlé d'IODA et d'Emeria, où là, pour le coup, vraiment, le CNES est très, très présent et a beaucoup travaillé, et continue à beaucoup travailler sur ce projet. On n'a pas eu l'occasion encore de citer U-Space avec NES pour faire de la surveillance du spectre, où c'est un projet qui s'est fait en quelques années, en deux ans ou en 3 ans, un nanosatellite, mais qui est extrêmement prometteur et qui là aussi amène des usages qui sont fondamentalement duaux. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Il y a énormément de projets aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler quelque chose que je rappelle à chaque intervention, c'est qu'aujourd'hui en France, dans le secteur spatial, civil et militaire confondus, il se crée aujourd'hui une start-up par semaine sur le sujet.
Et donc, le nombre d'applications, le nombre de services qui sont amenés aujourd'hui, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tous rester. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont disparaître très, très vite. Bien sûr, c'est la vie des startups. Mais je pense que c'est aussi une terre d'opportunité pour les acteurs du ministère des Armées. Merci Philippe Baptiste. Troisième séquence. Est-ce que la France est une nation qui compte dans ce nouveau champ conflictuel? Général Adam, coopération, avec qui, comment et pourquoi? Pour nous, la coopération est un champ extrêmement large qui commence par le sujet qu'on vient juste d'aborder, effectivement, qui est celui de la coopération civilo-militaire. Mais effectivement, le conflit dans l'espace ou un conflit dans l'espace, un conflit qui s'étendrait à l'espace deviendrait immédiatement mondial, hein, puisqu'il n'y a pas de frontières dans l'espace. Et au contraire, les mobiles, ils circulent très vite et ils font le tour de la Terre en permanence. Donc ce qui concerne l'Europe à un instant va concerner l'Afrique ou l'Amérique du Sud quelques minutes après. Donc oui, on a besoin de resserrer les liens. La sécurité dans l'espace concerne tout le monde. Je vous ai dit, de toute façon, si un conflit s'étend à l'espace, militaires et civils seront concernés, mais aussi on sera en même temps concerné, enfin tous les pays seront concernés en même temps, puisque on circule tous au même endroit finalement. Alors même si l'espace reste relativement vaste, eh bien, ce qui se passe d'un côté va concerner tout le monde. Donc tout le monde est extrêmement intéressé pour améliorer la coopération, en commençant par l'établissement d'une situation complète de ce qui se passe dans l'espace. Donc, et certains qu'on voit bien tout ce qui se passe. Avant d'essayer de comprendre, la compréhension, l'interprétation de ce qui se passe, ça devient un peu plus sensible. Mais il y a simplement le champ de la surveillance est un champ sur lequel la coopération ne pose absolument aucun problème. On a besoin de savoir ce qui se passe. Voilà, et après, le reste, ça s'approfondira, mais ça dépendra aussi beaucoup des situations. Je pense que difficile de tailler une coopération complète dans tous les cas de figure possibles. Je pense qu'on décidera aussi beaucoup au fur et à mesure. Mais là, du coup, tout dépend surtout des pré-contacts qui auront été établis ou des contacts qui auront été établis qui permettent après de réagir rapidement avec les partenaires dont nous avons besoin à un moment ou qui sont capables de nous apporter une aide ou que nous sommes capables de soutenir et d'assister. Voilà. Et dans ce jeu-là, pour répondre à la première partie de votre question, j'ai l'impression que la France compte. La France a en tout cas très bonne réputation spatiale. Je pense que les capacités et le savoir-faire français est reconnu. Et donc j'ai de très bons contacts, très amicaux avec beaucoup de monde, sauf évidemment les pays que je ne nommerai pas. Très bien, on a compris. Emmanuel Cuvat, sur cette partie, quelles seront les innovations disruptives dans ce domaine? Et on a envie de savoir sur quoi vous travaillez en fait. Alors, effectivement, on a une action de veille sur l'ensemble des innovations du monde spatial. Comme le disait Philippe, il y a un foisonnement en ce moment en termes d'innovation du spatial qui est tout à fait prodigieux. Que je limite quand même. On vient d'avoir la chance d'ailleurs de visiter les installations d'Ariane 6 ici à Kourou. On voit bien qu'il y a quand même un domaine, le domaine en particulier des lanceurs lourds, où on ne va pas faire un lanceur en 2 ans. Ça, il est clair que ça va rester des capacités patrimoniales. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question d'avant, dans ce domaine-là, la France est l'un des seuls pays au monde à pouvoir maîtriser la complexité de telles réalisations. Maintenant, effectivement, nous veillons l'ensemble des innovations qui peuvent arriver. Il y a notamment des projets d'accélération d'innovation qui sont mis en place pour nous permettre de suivre ces technologies un peu disruptives. Je vous donne un exemple de technologie. Il y a un démonstrateur qui s'appelle Keronos, qui va bientôt être lancé, qui allie 2 entreprises sur lesquelles je vais revenir dans un instant, donc Kai Labs et Unseen Labs, dont on a déjà parlé, et qui consiste à développer un démonstrateur de liaison espace-sol via une liaison laser qui ne nécessite pas de correction vis-à-vis des turbulences atmosphériques. Ce qui nous permet d'avoir une station de réception extrêmement compacte. Et donc, qui dit compact dit
possiblement embarquable dans un mobile. Et ça serait une première mondiale, et ce démonstrateur va voler bientôt. Toutes ces innovations-là, finalement, on les soutient soit par des projets, soit par directement des investissements. Je vous rappelle que le ministère des Armées a 2 fonds d'investissement, un fonds qui s'appelle DefInvest, qui préexistait et qui est là pour soutenir les acteurs critiques de la BITD, et donc typiquement des sociétés comme K-Labs et Ensign Labs et puis U-Space plus récemment sont soutenus par le fonds DefInvest, qui est un fonds de 100 millions d'euros, et puis le fonds d'innovation défense, qui est un fonds de 200 millions d'euros, qui lui permet de soutenir des acteurs du haut innovants et dont le business model primaire n'est pas celui de la défense, simplement pour pas les arsenaliser. Et donc typiquement pour la première fois, Exotrail a été financé en février 2022 par 2023 par le fonds Innovation Défense. Et d'ailleurs je crois que c'est en ce moment, il y a encore l'exposition Vivatech, et Exotrail est présent sur le stand du ministère des Armées. Donc voilà, on essaie de suivre l'ensemble du domaine, d'intervenir directement en finançant des projets, de pouvoir derrière, le cas échéant, fournir des capacités via nos centres d'essai, permettant à ces startups de pouvoir accéder à des capacités d'expérimentation qui sont plutôt rares et donc très valorisables, et puis derrière de pouvoir investir, le cas échéant, pour rester impliqués dans les sociétés qui développent ces nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Égide, sur le programme Égide le programme, oui, enfin le programme Égide, effectivement, est un programme qui vise à renforcer notre action dans l'espace, et notamment via donc je ne vais pas être très très précis parce que vous savez qu'il y a quand même des choses qu'on ne dit pas forcément, mais notamment c'est bien dommage. Le programme Égide il fait partie de notre capacité d'action et de résilience dans l'espace, et Égide a développé notamment des effecteurs nous permettant de pouvoir, le cas échéant, neutraliser une menace qui serait présente face à nos intérêts stratégiques spatiaux. Merci Emmanuel Kiva. Philippe Baptiste, le CNES apparaît comme un formidable outil pour la diplomatie en général, et plus particulièrement pour la diplomatie spatiale. Est-ce que c'est un rôle qui permet à la France de rayonner dans le monde ? Alors, oui, mais juste avant, je vais revenir sur la question précédente, parce que vous m'avez demandé de citer quelques startups, ce que j'ai fait. Et donc, en 5 minutes, j'ai reçu aussi 12 SMS des startups que je n'ai pas citées. Voilà. Ah, c'est ça, là, c'est dur d'être patron du CNES. Non, mais c'est voilà. Mais il y a énormément de startups avec lesquelles on bosse très, très bien. Et bon, voilà, je vais en citer quelques-unes de plus, Exotrail, Lookup Space, Passable, Latitude, etc. Enfin, il y a énormément d'acteurs dans lesquels on croit, et je ne les citerai pas tous, et je m'arrêterai là. Et la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir, je ne répondrai pas à cette question. Mais donc maintenant, sur la diplomatie scientifique et sur la diplomatie du spatial, on a un outil extraordinaire. On a un outil extraordinaire parce que ça fait 60 ans qu'on travaille dans le spatial. Il y a plusieurs pays avec lesquels on travaille depuis 60 ans, 40 ans, 30 ans. Je pense essentiellement, évidemment, aux États-Unis, à l'Inde. Dans les 2 cas, ça fait 60 ans qu'on travaille avec eux, avec le Japon. Et donc, ça crée des liens qui sont des liens absolument incroyables. Ça permet non seulement de faire des missions qui sont des missions extraordinaires. Moi, je voudrais juste rappeler que la France est présente sur toutes les missions martiennes des US, aussi bien dans ce qu'on appelle la ChemCam, c'est-à-dire le spectromètre avec le laser qui permet de comprendre quelles sont les roches qu'on est en train de regarder autour du rover, mais c'est vrai aussi pour le sismomètre martien qui nous a permis qui a la taille d'une grosse poêle à frire, je vous le rappelle, et qui a permis de comprendre avec un instrument d'une incroyable précision quelle est la structure interne de Mars. Et c'est vrai aussi sur SWOT, qui est un outil qui permet de mesurer, qui est une mission entre les États-Unis et la France, qui permet de mesurer avec un niveau absolument unique au monde le niveau des eaux à la fois maritimes et continentales.
Et donc ça a des impacts sur le climat, ça a des impacts sur le business. Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais on a un nombre de coopérations qui sont historiques, très fortes, et qui nous permettent de porter très haut et très fort cette collaboration. Et je voudrais juste dire que, comme dans beaucoup d'autres domaines de la science, la coopération, elle est essentielle. Et elle est essentielle pas simplement pour des raisons diplomatiques, c'est évidemment un enjeu de diplôme, mais ce n'est pas seulement ça. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ça permet de mutualiser les compétences. Ça veut dire que vous mettez en avant, vous mettez ensemble des équipes qui sont des équipes au bout du monde, mais qui ont envie de travailler ensemble parce qu'elles ont des compétences précises et parce qu'ensemble, elles sont plus fortes. Vous mutualisez les risques aussi, parce que ça coûte cher de travailler dans le spatial, et le spatial, ça reste risqué. Et quand vous cassez ou vous plantez une mission, eh ben, il vaut mieux en avoir plusieurs en parallèle plutôt qu'en avoir une seule tout seul. Et puis, surtout, on fait ça parce qu'en fait, les communautés scientifiques qui sont derrière nous, elles ont besoin des données et elles nous réclament les données. Et donc, c'est très, très important de travailler ensemble et de travailler en coopération. Et donc, vraiment, moi, je veux insister sur la qualité de la coopération internationale. J'ai cité les 3 pays, évidemment, les US, l'Inde et le Japon, qui sont les grands pays avec lesquels on travaille. C'est frappant de voir que de temps en temps, c'est presque plus facile de travailler à l'international que de travailler au sein de l'Europe. Mais on travaille aussi beaucoup et on travaille aussi très bien parfois en Europe. Merci Philippe Baptiste. On va prendre 2 questions dans la salle, 2 questions très rapides. Je vous demanderai de vous présenter et de nous dire quand est-ce, quel interlocuteur. 2 questions. Est-ce que quelqu'un veut parler? Là. Je vais vous passer le micro. Rapidement. Ouais, merci beaucoup. David Henry, Exotrail. Désolé Philippe, je ne referai plus de SMS pendant les panels. J'ai une question. J'ai une question. Aujourd'hui, on a, nous, et on l'a cité tout à l'heure, il y a beaucoup de ces startups et nouvelles entreprises qui ont réussi, je pense, de façon efficace à travailler avec le CDE, le CNES, la DGA pour développer des nouveaux produits pour répondre à certains besoins. Et comme vous le savez, on a pas mal de discussions. L'enjeu, c'est un peu le passage à l'échelle et le passage dans l'opérationnel. Et en fait, derrière, quand on creuse, et on a eu des discussions tout à l'heure avec Patrick de l'AID, c'est quel est le format contractuel et juridique pour passer d'un mode innovation à un mode opérationnel. Et en fait, parce qu'on voit partout que tout le monde a la même volonté, je pense, d'aller dans le même sens. Et en fait, qui au sein de l'État, on va dire, a un peu la charge mentale, on va dire, de créer ces nouveaux formats contractuels pour pouvoir travailler de façon opérationnelle avec les nouvelles entreprises. Je ne sais pas si ma question est claire. Elle est vraiment sur la partie contractuelle et juridique, quoi. Alors, qui veut répondre? C'est pour Emmanuel, ça. Moi, je peux dire un mot. Pardon. Non, mais je peux dire un tout petit mot en disant simplement, nous, on est très positionnés sur... on a envie de travailler avec des industriels et avec des startups sur l'innovation, sur de la R&D. On est d'amorcer la pompe sur des services à travers France 2030 sur l'achat de services. Mais je pense qu'on est quand même dans une logique où on veut, à un moment donné, amorcer les choses, mais il faut que ce soit repris derrière après. C'est-à-dire que les France 2030, l'achat de services, ça permet d'initier, ça permet de mettre ensemble des acteurs, de comprendre tout l'intérêt qu'ils vont avoir de travailler ensemble et de lancer effectivement de nouveaux services. Mais après, je pense qu'ils ont aussi vocation à être pris de manière beaucoup plus opérationnelle. Et là aussi, on va pas se substituer évidemment ni à la DGA ni au commandement de l'espace pour décider ce qui après va être intégré de manière opérationnelle dans les outils futurs de la défense. Alors, je vais compléter évidemment. C'est une démarche qui est en cours et qui est une démarche aujourd'hui qui nous semble absolument essentielle dès lors que l'on veut pouvoir acheter de nouvelles manières de services et de systèmes. On avait déjà le problème du passage à l'échelle de l'innovation. Ce problème du passage à l'échelle de l'innovation, on a commencé à le régler via un certain nombre de dispositifs qui associent la DGA et l'état-major des armées pour pouvoir soit acheter sous la forme de services, soit pouvoir acheter par la rejointe d'opérations d'armement. Mais on voit bien que ce n'est pas le mode privilégié et qu'en particulier, dès lors qu'on parle des sociétés du New Space, ce mode-là n'est pas le mode privilégié. Nous sommes en train de créer d'abord une force d'acquisition réactive
dont le but est justement de pouvoir le plus rapidement possible passer à l'échelle pour apporter un moyen d'achat approprié à l'usage opérationnel. Autrement dit, en moins de quelques mois ou en moins de quelques années, être capable de passer du besoin sur papier jusqu'à ce qui va pouvoir arriver dans les mains des opérationnels, qu'il s'agisse de systèmes ou qu'il s'agisse de services. Et donc ça nécessite de revoir nos schémas contractuels, ça nécessite d'avoir des réflexions avec la direction des affaires juridiques du ministère des Armées. C'est le travail qu'on fait en ce moment dans le contexte de la transformation de la DGA, mais aussi dans le contexte de ce qu'on appelle l'économie de guerre, qui nous impose aujourd'hui de pouvoir être plus réactifs, plus créatifs et de faire autrement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, toute cette réflexion que vous avez raison de souligner, dont vous avez raison de souligner l'importance, elle est en cours et j'espère que d'ici quelques mois, nous en verrons les premiers résultats. Merci, messieurs. Ce sera les mots de la conclusion. Merci, Général. Vous pouvez les applaudir.